Au Burundi, un général Tutsi a été tué ce lundi à Bujumbura dans une attaque menée par des hommes non identifiés. Au Soudan du Sud, le chef d'état-major de la rébellion est arrivé ce lundi à Juba alors que le chef, Riek Machar, devrait regagner la capitale ce mardi. Et puis décès à Abidjan du chanteur congolais Papa Wemba, les proches du chanteur se prononcent. Nouvelle session de l'information sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par le Bénin où une délégation de la mission conjointe Transparency International de l'Union européenne associée à Alcré et Social Watch Bénin chargée d'évaluer le Bénin dans son système nation d'intégrité a été reçue en audience par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Objectif de la rencontre, apprécier le niveau de performance de l'institution ces dernières années. Plus de précisions avec le chef de la délégation, Luc Damiba. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. Cette évaluation va porter sur un certain nombre d'éléments, d'indicateurs précis, notamment la gouvernance de ces institutions, notamment la capacité de ces institutions, notamment le rôle de ces institutions à accomplir correctement leur travail. Qu'est-ce qui est prévu sur le plan légal? Qu'est-ce qui est produit? Qu'est-ce qui se fait pratiquement sur le terrain? Et puis, enfin, l'intégrité de tous ces systèmes. C'est pourquoi on parle de système national d'intégrité. Parce qu'au fond, il faut savoir si une institution veut gouverner, il faut qu'elle-même soit intègre. Parce que sa légitimité va porter là. Comment quelqu'un peut lutter contre la corruption si elle-même n'a pas un niveau d'intégrité qui lui donne légitimité de lutter contre la corruption? Il va perdre la confiance du public, il va perdre la confiance des institutions, des autres institutions. L'étude va servir aussi à donner de la matière de recommandations, de propositions de réforme au nouveau gouvernement qui s'installe. Et c'est pour ça que faire le point du diagnostic de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme force et faiblesse du système politique, du système institutionnel du Bénin, c'est nécessaire pour que, au niveau régional, la question de la corruption puisse trouver aussi, le Bénin puisse trouver sa place pour dire aujourd'hui le Bénin se classe à tel niveau en termes de lutte contre la corruption, de perception de la corruption, et ainsi de suite. 10 Malawites soupçonnés d'avoir tué ce samedi une femme albinos de 21 ans ont été arrêtés. À en croire la police, ils ont entraîné la femme dans une ferme et l'ont tuée. Ils ont ensuite retiré 8 os, mis le corps dans un sac et l'ont brûlé sur la scène de crime. Toujours selon la police, le suspect principal serait l'oncle de la victime. Après le crime, les suspects ont emmené les os à Lilongwe, la capitale du Malawi, mais leur transaction pour les vendre est finalement tombée à l'eau. Ce meurtre survient 3 semaines après le meurtre d'une petite fille albinos de 2 ans qui avait été enlevée. Notons qu'une délégation de l'ONU conduit actuellement une mission pour enquêter sur le traitement des albinos dans le pays. D'un crime à un autre au Burundi, le général Tutsi Athanase Kararuza et son épouse ont été tués dans une attaque menée ce lundi matin à Bujumbura par des hommes non identifiés. On enregistre également 3 personnes grièvement blessées, dont leur fille. Athanase Kararuza était un conseiller du vice-premier ministre burundais en matière de sécurité. L'aide précision. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de recrudescence des assassinats ciblés au Burundi depuis le mois de mars. Le général Kararuza déposait sa fille au lycée lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe fortement armé. Une attaque à la roquette et à la grenade qui lui coûta la vie, ainsi qu'à son épouse, malgré la riposte de sa garde. Nous déplorons 3 morts, dont le général de brigade Athanase Kararuza et sa femme, ainsi que son agent de sécurité. 3 grièvement blessés, dont un enfant de l'officier général, le chauffeur et un agent de sécurité. Ceux qui ont planifié et exécuté cet assassinat sans non pour autre objectif que de détruire la cohésion au sein de la force de défense nationale,
résultant d'une intégration réussie depuis 2005. Le général Kararouza est issu de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi, ex-forces armées du Burundi. Il a été notamment commandant adjoint de la composante militaire de la mission de paix de l'ONU en République centrafricaine entre 2013 et fin 2015. Quelques heures avant cette attaque, le colonel Donatien Dabigeze, un autre officier Tutsi de la police burundaise qui travaillait pour le service national de renseignement, a été grièvement blessé après une attaque à la grenade et à l'arme automatique par un groupe fortement armé dans le quartier de Katunguru, dans le nord-est de la capitale. Il s'en est sorti avec une jambe coupée. Dimanche, le ministre en charge des droits de l'homme, Martin Niviambandi, et son épouse avaient été légèrement blessés dans une attaque à la grenade alors qu'ils sortaient d'une messe à Bujumbura. Le Burundi est sujet à une grave crise qui a fait plus de 500 morts et plus de 270 000 déplacés depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet au terme d'une élection controversée. Lundi, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire, une étape préalable à une enquête sur les violences commises dans le pays depuis avril 2015. Au Soudan du Sud, le chef d'état-major de la rébellion, Simon Gatouek Dual, est arrivé en début d'après-midi ce lundi à l'aéroport de la capitale avec une centaine de soldats à Juba. Et ce, alors que le chef, Riek Machar, devrait regagner la capitale ce mardi. En effet, Riek Machar est attendu depuis le 18 avril à Juba, où il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre de l'accord de paix signé le 26 août 2015 et destiné à sortir le pays d'une guerre civile de plus de 2 ans. Mais tout au long de la semaine écoulée, son retour a été sans cesse repoussé. Plusieurs leaders de l'opposition tchadienne ont dénoncé ce lundi des intimidations de la part du régime du chef de l'État Idriss Déby Itno. Ce dernier, réélu pour un 5e mandat après une présidentielle contestée le 10 avril. Les opposants évoquent une opération bien planifiée d'intimidation de la population pour décourager toute velléité de contestation après le scrutin. 5 candidats à la présidentielle ont signé le communiqué véhiculant ce message. Les opposants accusent notamment l'armée d'avoir tiré des armes de tout calibre, blessant et tuant des innocents dans leur sommeil la nuit du 21 au 22 avril après la proclamation des résultats provisoires. En République démocratique du Congo, 4 étrangers, dont un Américain, proche de l'opposant Moïse Katumbi, ont été arrêtés ce dimanche lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Ils ont été transférés à Kinshasa selon l'annonce ce lundi des autorités congolaises. La police a tiré sur moi des balles réelles. 4 de mes sympathisants, parmi les personnes arrêtées, viennent d'être transférés à Kinshasa, a réagi Katumbi en assurant que l'un d'eux, passé à tabac, a vomi du sang. L'ex-gouverneur du Katanga a accusé le régime de Kabila d'avoir amené le pays à la période de triste mémoire de la dictature sanglante du Zaïre, promettant de ne point se laisser faire et invitant le camp présidentiel à se souvenir que la roue tourne. Katumbi, 51 ans, est un probable candidat à la prochaine élection présidentielle. Toujours en République démocratique du Congo, le G7 réitère son boycott au dialogue sous l'égide de l'émissaire de l'Union africaine. Le groupe des partis politiques exclus de la majorité présidentielle reste ferme sur son refus de participer au dialogue inclusif convoqué par Joseph Kabila. Dans le lot de leur contestation, le G7 dénonce également les attaques perpétrées dans les sièges des partis alliés. Cette plateforme de l'opposition s'insurge contre ce qu'il qualifie d'atteinte contre la liberté d'expression. Sans surprise, le G7 condamne les récentes attaques perpétrées dans le siège de l'UNAFEC, parti allié à cette plateforme politique. Le groupe de 7 fustige ces agressions qui remettent en cause la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Une inquiétude pour le groupe de 7. Il dénonce aussi le vandalisme des affiches de Moïse Katumbi à travers la ville de Lubumbashi. C'est dans ce contexte qu'ils sollicitent la protection de l'ancien gouverneur du Katanga, présenté comme leur candidat pour l'élection présidentielle. Les pouvoirs publics
des services de sécurité, du gouvernement, qu'il doit aussi protéger Moïse Katumbi. Et s'il lui arrivait malheur, nous l'avons dit ici, nous l'en tiendrions responsable. Mais en attendant, nous avons ici, en République démocratique du Congo, la MONUSCO, dont le mandat est clair. Nous en appelons à la MONUSCO également, pour veiller à la vie. Qu'on n'attente pas physiquement, ni à ternir l'image de Moïse Katumbi, nous l'avons également rappelé ici. Dans l'attente de l'organisation du dialogue convoqué par Joseph Kabila Kabange, le G7 campe sur sa position au sujet de cette affaire qui divise la classe politique congolaise. Le groupe de 7 réitère leur refus de participer au dialogue convoqué par Joseph Kabila. Au cours de cette conférence de mise au point sur l'actualité brûlante en RDC, le groupe de 7 n'a pas manqué de condamner la saisine de la Cour constitutionnelle par la majorité présidentielle. Pour cette plateforme de l'opposition, la majorité présidentielle entend, à la suite de cette démarche, obtenir la prolongation du mandat de Joseph Kabila Kabange à la tête du pays. Pour finir, le décès du musicien congolais Papa Wemba, survenu ce dimanche sur la scène d'un festival des musiques urbaines à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ne laisse pas indifférent à Molokai, fief musical de l'artiste en plein quartier populaire de Matongé de Kinshasa. L'on pouvait constater la tristesse aussi bien dans le rang de ses fans que dans celui des membres de sa famille. L'archétype de Congolais dans la musique et dans la sape. C'est ici, dans ce quartier populaire de Kinshasa, que Papa Wemba s'était fait une représentation symbolique et émotionnelle, qu'il avait nommé lui-même village Molokai. Grande était l'émotion à l'annonce de la nouvelle du décès du roi de la rumba congolaise. La famille et les fanatiques ne s'en revenaient pas. Dans cette maison qui a vu grandir Jules Chungu Mbadio, président de l'orchestre Viva la Musica, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Tous pensent être victimes d'une télé-réalité. Pour sa sœur, nouvelle de sa mort serait une grande surprise car Papa Wemba s'en remettait d'une grande maladie. Il était convalescent. C'était pratiquement impossible pour lui de livrer des grands spectacles aussitôt. À ce que je sache, personnellement, mon frère Papa Wemba se trouvait en Europe pour de soins médicaux. Je ne connaissais pas qu'il serait déjà à Abidjan pour chanter ou travailler. Je suis très étonnée. À peine, le clan de Viva la Musica venait de perdre l'un de ses lieutenants, le Kinké Seremenia. Lui-même, le chef du clan, est parti. Ces musiciens et fanatiques ne croient pas. C'est une perte énorme pour le continent africain. J'aime bien le Mi Amor. Mi Amor, moi naya maman. Sala lokola ngande kona yo moko moteme kolinga pasi na motema na nginga botetika mi amore yambi mama bye. Nous le considérons comme étant un patrimoine national, un patrimoine africain, un patrimoine international, mondial sur le plan culturel. 50 ans de carrière, la musique de Papa Wemba a propulsé de nombreux musiciens de renom, parmi lesquels se trouve Koffi Olomide, la légende de la rumba congolaise. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.